La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2020. Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, bonjour chers collègues. Bonjour à vous qui nous retrouvez encore une fois sur les pages Facebook et YouTube. Bienvenue dans cette séance de révision initiée par la République des valeurs, dirigée par M. Thierno Alassane Sall et pilotée par son dynamique jeune frère, M. Seydou Sall. Je ne saurais commencer mon cours sans faire un clin d'œil à son équipe qui est derrière moi, que vous ne voyez pas, mais qui est dynamique et qui est là tout le temps, et qui fait un excellent boulot. Aujourd'hui, la leçon du jour va porter sur le thème du travail. Je vous rappelle que dans la deuxième partie du programme, pour ce qu'on appelle le domaine numéro 2, intitulé la vie sociale, il y a un thème qui s'intitule nature et culture. Et dans ce thème, on doit intégrer les sous-thèmes du travail et du langage. Ce qui veut donc dire quoi? Que dans le programme actuel, il n'est pas donné aux professeurs de faire un cours intégral sur le thème du langage, du travail et du langage. Mais comme on est en dehors de la classe, et comme nous voulons rectifier H, j'ai fait exprès d'extirper ce cours pour en faire un cours à part. Normalement, on doit l'intégrer dans le thème du langage, de nature et de culture. Et voilà pour aujourd'hui le plan que nous comptons suivre. Grand 1, nous allons dire qu'est-ce que le travail, et par rapport à cela, nous entendons donner les différentes perceptions que les uns et les autres peuvent avoir du travail. Nous en profiterons même pour intégrer d'autres éléments, à savoir le travail comme activité libératrice, le travail comme activité psychomotrice. Nous intégrerons aussi un peu les éléments qu'on appelle les éléments d'étymologie. Okay? Vous verrez ça tout à l'heure, avec les commentaires. En grand 2, on parlera de travail comme transformation de la nature. Il y a une transformation positive qui nous fait penser à l'humanisation, le travail qui humanise. Il y a une transformation négative qui nous fait penser à la déshumanisation. Et éventuellement, si le temps nous le permet, travail et culture. Et vous allez voir que le travail constitue d'une part une manifestation de la culture, mais d'autre part, le travail lui-même est perçu différemment selon la culture dans laquelle on se trouve. Maintenant, par rapport à la question qu'est-ce que le travail? Il y a en petit a une définition négative. Autrement dit, le travail qui n'est pas très bien perçu. Et si on revient un peu à l'étymologie, ou bien aux étymologies, on pourra avoir le travail comme labeur. Labeur du français, labeur, qui renvoie à quoi? Qui renvoie à peine. Le travail donc est considéré négativement comme une activité pénible, comme une activité punitive. Parfois même, on perçoit le travail comme une sanction. C'est cela qui semble se dégager un peu de ce passage de la Bible où Dieu disait à Adam, désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dès lors qu'on doit dégager de la sueur, dès lors qu'on doit souffrir, dès lors qu'on doit entrer dans la peine avant de trouver de quoi manger, on dit alors que le travail renvoie négativement à labeur, à souffrance, à peine. Voilà encore pourquoi il a été dit à la femme que tu enfanteras dans la douleur. D'ailleurs, lorsque la femme est en instance d'enfanter,
La sage-femme dit quoi? La femme est en travail. Elle est en travail et nous la voyons, elle souffre dans sa chair, dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Parce que le travail est perçu négativement comme labeur, comme douleur, comme souffrance, comme sanction, comme punition. Ma foi, chaque fois que le moment de se reposer arrive, c'est le moment du plaisir. Voilà pourquoi, dans un premier temps, il est perçu de manière négative comme ça. La preuve d'ailleurs que le travail est considéré négativement comme une sanction, comme une punition, c'est que lorsque quelqu'un, par exemple à l'école, un élève fait une bévue, on applique sur lui une règle, laquelle règle consistera à l'envoyer faire un travail pour d'utilité collective. Il travaille, on le fait travailler, on le punit en le faisant travailler, justement pour payer ou expier sa faute. Ce travail comme douleur, comme peine, revient dans l'étymologie tripalium. Le mot tripalium, tri, 3, palium, pierre, signifie initialement une chaise qui a 3 pieds. Mais dans ce contexte-là, le mot tripalium peut renvoyer aussi à un instrument utilisé par le maréchal Ferrand lorsqu'il veut retenir un cheval rétif pour poser sur ses pieds, sur ses sabots, ce qu'on appelle des fers. Mais aujourd'hui, le mot tripalium renvoie à instrument de torture. Lorsque donc on veut torturer quelqu'un, lorsqu'on veut punir quelqu'un, on le condamne à une peine de travail. On parle même de travail forcé. 10 ans, 15 ans, 2 ans, ça dépend. Il est considéré comme instrument de torture, comme punition, parce que lorsque nous travaillons, justement, notre temps libre nous est pris, notre temps de loisir, notre temps que nous aurions pu consacrer à la lecture, à la rêverie, à l'imagination, à la méditation philosophique, le temps qu'on aurait pu consacrer à la prière, ce temps-là, il est consacré à cette activité qu'on appelle le travail. D'où donc, le travail est un tripalium, c'est un instrument, une manière de punir quelqu'un. De la même manière que pour faire un cheval rétif, on utilise un tripalium pour le retenir. De la même manière, pour punir quelqu'un, pour tenir quelqu'un quelque part sur place, on lui donne un travail, on parle de corvée. C'est pourquoi parfois, lorsque vous donnez à la jeune fille intrépide un travail, elle est tellement pressée de terminer, parce que tant qu'elle n'a pas terminé, elle n'est pas vraiment à l'aise. D'où donc, le travail peut être perçu comme un tripalium, comme instrument de torture. Voilà un peu les sens négatifs. On parle même de travail comme une aliénation. En effet, lorsque nous travaillons, non seulement nous aliénons, nous consacrons à notre activité notre temps libre, nous lui aliénons nos pensées, nos idées, mais nous lui aliénons aussi notre force. D'ailleurs, quand nous travaillons, nous perdons d'une certaine manière notre créativité, car on ne travaille pas comme bon nous semble. Il y a des règles, une procédure à respecter lorsque nous travaillons. Donc, aliéner sa force, aliéner son temps libre, parfois même aliéner son plaisir, son bonheur, aliéner un peu sa pensée, d'où donc la pensée de Machiavel, par Machiavel de Nietzsche, qui disait quoi? Le travail est une police de la pensée. Police de la pensée. Quand vous travaillez, le champ un peu des réactions de votre pensée est limité. Le travail semble un peu focaliser votre pensée. Vous ne pensez pas à tout, toutes vos pensées sont focalisées, canalisées, déterminées par l'activité à laquelle vous êtes en train de vous consacrer, qu'on appelle le travail. Voilà pourquoi, chers élèves, dans vos cahiers de cours, dans nos leçons, souvent nous commençons par dire que le travail renvoie à l'envoi à tripalium. Voilà pourquoi, pour manifester cela, on vous donne l'exemple d'Adam et d'Ève qui sont expulsés, chassés du paradis pour avoir commis un péché.
Et la peine, c'est quoi? De gagner leur pain à la sueur de leur front ou d'enfanter dans la douleur. Ceci étant, nous allons passer à la définition positive. Contrairement à cette définition, cette considération négative, il y a possibilité de concevoir le travail, non plus de manière négative, mais de manière positive. De manière positive. Et positive par rapport à quoi? Par rapport un peu aux perspectives, par rapport à ce que le travail est ou pourrait nous apporter dans notre existence. C'est pourquoi, lorsqu'on prend quelqu'un comme Voltaire, il définit le travail comme activité libératrice. C'est la même chose avec Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Il conçoit le travail comme activité de libération. Voltaire dira que le travail, en réalité, nous libère de trois choses. Et ce sont des choses qu'il considère comme des mots. M-A-X, un mal, des mots. Le travail nous libère de trois mots. Quels sont ces mots-là? Il dit qu'il nous libère du besoin, il nous libère de l'ennui, il nous libère du vice. Il est vrai que lorsque le travail nous libère du besoin, il devient un gagne-pain. Et en nous libérant du besoin, justement, le travail nous donne une indépendance. On dit une indépendance économique, une indépendance financière, une indépendance par rapport aux autres. Lorsqu'on travaille, par son travail, nous parvenons quelque part à gagner un salaire, à produire des ressources, en tout cas à avoir un plus-value, salaire, ressources plus-value qui nous permettront de sortir de ce besoin-là. Voilà pourquoi celui qui ne travaille pas, à savoir le chemin loisif, il est indépendant. On dit même que c'est un parasite. Il vit aux dépens des autres. Mais lorsque vous travaillez, vous gagnez ce qui vous permet de ne plus tendre la main, ou bien vous tendez la main, non pas pour recevoir, mais pour donner quelque chose. D'où donc le travail nous libère des besoins. La preuve, il faut justement que le père de famille aille au travail pour avoir un salaire. Il faudrait que le paysan aille au travail, travaille son champ pour avoir de quoi manger. Il faudrait justement que les pays, les entreprises, les individus travaillent pour aller au-delà du besoin. D'où donc le travail est une activité qui nous libère de la dépendance, est une activité qui nous libère un peu du besoin matériel. Mais il ne nous libère pas seulement du besoin matériel, il ne nous libère pas seulement un peu au plan financier ou économique, mais le travail en tant que tel aussi nous libère de quoi? Mais il nous libère un peu du milieu naturel, des obstacles de la nature. La fois passée, dans notre cours sur l'agriculture, nous avions montré que l'homme n'a pas toujours trouvé sur place un milieu favorable. Il trouve un milieu naturel qui est hostile. Et dans ce cas de figure, l'homme est déterminé par l'obstacle ou les obstacles de son milieu. Maintenant, pour se libérer de ces obstacles, par exemple, le paysan sénégalais, pour se libérer de l'obstacle qu'on appelle la saison des pluies, il va falloir qu'il travaille, qu'il invente les moyens de ne plus dépendre de la saison des pluies. On parle alors de l'irrigation et on parle un peu de l'arrosage, on parle d'autres types, en tout cas, d'activités consacrées ou qui sont à la portée du paysan et qui pourront un peu le libérer de ce besoin-là. Donc, lorsque nous travaillons, nous gagnons un salaire. Et lorsque nous gagnons un salaire, nous n'avons plus besoin normalement de tendre la main. Nous devenons autonomes, indépendants au plan financier. Lorsque nous travaillons, nous inventons les ressources vivrières qui nous permettront de nous prendre en charge nous-mêmes et de prendre en charge les besoins de notre famille. Mais lorsqu'on travaille notre milieu, notre environnement, lorsqu'on travaille la nature, on a tendance, comme le disait René Descartes, à devenir comme maître et possesseur de la nature. Voilà pourquoi, de plus en plus, l'homme maîtrise son milieu, de plus en plus, l'homme maîtrise la pluie, il maîtrise l'énergie éolienne, il maîtrise les ressources halieutiques, il maîtrise l'ensemble des ressources, il devient maître de son environnement. Tout ça, c'est par le fruit de son travail. Le travail aussi peut être perçu comme activité psychomotrice.
Activité psychomotrice, vous avez le mot psycho et vous avez le mot motrice. Activité psycho, ça renvoie un peu à l'intelligence. Motrice, ça renvoie à la force, à l'énergie corporelle. En effet, si nous prenons l'exemple de l'architecte, nous voyons que l'architecte ne construit pas d'emblée d'un seul coup la maison. Il construit la maison d'abord dans son esprit, dans son imagination. C'est après coup qu'il suit cet esprit, cette imagination, qu'il déploie une énergie physique pour essayer de mettre sur pied cette maison-là. En ce sens donc, le travail suppose la maîtrise d'une double énergie. L'intelligence, l'imagination et le côté physique, la force. Voilà pourquoi Karl Marx disait que le travail est de prime abord une activité qui se passe entre l'homme et la nature. Je répète, le travail est de prime abord une activité qui se passe entre l'homme et la nature. Ça signifie donc quoi? Qu'on ne doit pas parler du travail de l'animal. Les animaux ne travaillent pas. Il est vrai qu'on peut commettre l'erreur consistant à dire non, le cheval de mon père travaille. La vache de mon père travaille car elle nous aide à cultiver nos champs. Le cheval ne travaille pas, la vache ne travaille pas. Le cheval et la vache sont utilisés comme instruments dans le travail. C'est comme aujourd'hui on parle d'utilisation de la machine. À l'époque, il n'y avait pas la machine, on utilisait la vache, on utilisait le cheval. Donc c'est l'homme qui travaille, et lorsque l'homme travaille, il utilise ce qu'on appelle un animal. D'où donc le travail est le propre de l'homme. Par son travail, l'homme se projette d'abord du point de vue de la pensée. Il réfléchit sur tout le processus. Il réfléchit un peu sur la finalité de ce qu'il a envie de faire. Et par rapport à ce qu'on appelle cette conception, il va essayer maintenant de réaliser ce qu'il fait. Ce qui montre quoi? Que cela qu'on appelle le tâtonnement aussi n'est pas un travail. Le tâtonnement est une activité, mais cette activité qu'on appelle le tâtonnement n'est pas un travail. Parce que dans le tâtonnement, on passe d'un geste à un autre sans but précis. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Alors que lorsqu'on est un travailleur, on sait qu'on commence par A, on suit B, on débouche sur C, et la finalité c'est avoir X. D'où donc, ce n'est pas un tâtonnement, ce n'est pas un cafouillage, c'est une activité planifiée. Chez l'animal, nous avons une activité, on va dire, physique. Dans l'activité physique de l'animal, il y a transformation. Il y a transformation de la matière. Oui. Vous prenez le travail de la reine, de l'abeille budineuse. L'abeille budineuse est en activité. Elle dépense de l'énergie, des va-et-vient, une énergie physique. Elle transforme la graine de la pollen en miel. Mais pour autant, on ne saurait, selon Karl Marx, l'appeler travail. Pourquoi? Activité, on dira libre ou bien volontaire. Mais c'est une activité déterminée par ce qu'on appelle des propriétés naturelles. L'abeille n'a pas choisi de produire le miel. Le moment venu, l'abeille ne peut pas faire autre chose que produire du miel. En dehors du miel, l'abeille n'est pas capable de produire quelque chose d'autre. Donc tout le processus qui détermine l'activité de l'abeille est de part en part déterminé, dirigé par ce qu'on appelle l'instant. D'où donc, dans son activité, l'abeille demeure au niveau de l'instant. Il est au niveau de la nature. Alors lorsqu'il s'agit de l'homme, ce n'est pas un déploiement instinctif
encore moins naturel, mais c'est un déploiement libre, j'allais même dire volontaire, conscience et planifié. D'où donc le travail est le propre de l'homme. Voilà pourquoi, dans le cours sur nature et culture, on montre que le travail est quelque chose qui fait passer l'homme de l'animalité à l'humanité, de la nature à la culture. Voilà pourquoi dans ce cours, on a pu montrer, on montre que le travail est quelque chose justement qui fait une ligne de démarcation entre l'homme et l'animal, entre la nature et la culture, entre l'instinct et l'intelligence. Voilà ce qu'il faut donc retenir par rapport à ces définitions sur le travail. J'ai un peu survolé la problématique de la dialectique du maître et de l'esclave pour montrer en quoi justement le travail est une activité, on va dire, de libération. On nous montre que dans cette dialectique, d'abord le mot dialectique signifie mouvement, changement de cap, on part d'une situation à une autre. Il y a ce qu'on appelle ici le maître et l'esclave. Dans un premier temps, au plan juridique, mais au plan aussi ontologique, c'est le maître qui est au-dessus de l'esclave. Parce que l'esclave dépend de son maître. Mais de même aussi, l'esclave dépend en partie de quoi? Dépend en partie, non seulement du maître, mais il dépend en partie de la nature. Parce que les ressources de l'esclave proviennent un peu de la nature. L'esclave se soumet, il obéit aux forces de la nature. Mais lorsque l'esclave se met à travailler, il commence à transformer quoi? La nature. Non seulement il transforme la nature, mais il oblige la nature à lui donner des choses que la nature initialement n'avait pas voulu lui donner. Par conséquent, ce n'est plus l'esclave qui dépend de la nature, mais c'est la nature qui commence à dépendre de l'activité de l'esclave. Parce que lui-même, par son travail au plan technique, il transforme le milieu naturel. Descartes a même dit, avec son travail, l'esclave finit par changer un peu ses rapports avec le milieu naturel. Il n'est plus sous la nature, mais il est sur la nature. Donc l'esclave finit par être responsable, maître de la nature, par son travail et au plan matériel et au plan technique. Et en devenant non plus esclave de la nature, mais maître de la nature, cela a permis à l'esclave de transformer même sa conscience. Il ne se conçoit plus comme esclave, il se conçoit comme entrepreneur. Sa façon de se représenter, sa subjectivité a changé par rapport à cela. Mais si nous revenons au maître, le maître est resté dans ses rapports avec le milieu naturel au stade initial. Le maître n'a pas bougé d'un iota dans ses relations avec la nature. Il demeure donc au stade initial. Alors que l'esclave, à force de travailler, il quitte une position A pour aller avec une position B. Et à la longue, il finit un peu par changer un peu ses rapports avec le milieu naturel. Alors que, s'il s'agit du maître, les rapports n'ont pas évolué. Le maître est resté au stade initial. À la longue, on dit quoi? L'esclave a réussi à briser les chaînes qui le lient à la nature, à changer ses relations avec la nature, à devenir même maître, responsable de la nature. Et en devenant maître et responsable de la nature, du point de vue matériel, l'esclave est passé au-dessus du maître. Il n'est plus esclave du maître, il devient maître du maître. Non pas au plan juridique, mais au plan ontologique et au plan matériel. À la longue, c'est le maître lui-même qui finit par dépendre de l'esclave. Puisque ce qui fait le maître, c'est sa puissance économique. Ce sont ses bénéfices.
lorsque l'esclave ne travaille pas, le maître perd de son pouvoir financier. D'où donc, l'esclave prend conscience que ce n'est pas lui seul qui a besoin du maître, mais il prend conscience que le maître lui-même a besoin de lui. D'où donc il y a interdépendance à ce niveau-là. Donc au plan psychologique, au plan subjectif, la position mentale de l'esclave a évolué. Par conséquent, en faisant évoluer cette position mentale, on parle de la dialectique. Il y a donc évolution positive. De même, à force d'agir sur la nature, l'esclave a fini par dominer et déterminer la nature. Tandis que le maître, ayant resté au stade initial, n'a pas évolué et justement, il est dépassé au plan technique, au plan matériel par l'esclave. Voilà pourquoi, chez Hegel, on dit que le travail est une activité de libération, est une activité qui permet un peu de changer de posture. Tout à l'heure, nous l'avons montré. Quand je ne travaille pas, je suis dépendant, mais quand je travaille, je deviens indépendant. Parce que je passe de la dépendance à l'indépendance, on parle de dialectique. Je passe d'une position de sujet à une position de maître. De la même manière, l'esclave passe d'une position de sujet à une position de maître. Parce qu'il travaille. Maître au plan matériel, mais maître au plan psychologique. Le maître ne travaille pas, il demeure dans son stade. À la longue, le maître est dépassé par l'esclave. D'où donc la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître finit par être dépassé par l'élève, par l'esclave. Non pas au plan juridique, mais au plan ontologique et au plan matériel. Voilà à peu près ce que je tenais à dire à ce niveau-là. Une autre chose avant de penser à la suite, on dit quoi? Que le travail est une activité, on va dire, psychomotrice, parce que on met en relief, on utilise l'intelligence plus la force, mais on va dire libre. Parce que celui qui travaille, il a une sorte de liberté. Il détermine sa façon de travailler. La preuve, on peut être tous des tailleurs, mais on a une certaine liberté. Ma façon de faire mon activité, mon art, n'est pas forcément la même. Il est vrai qu'il y a des règles, mais une certaine forme de liberté. Libre, on dira consciente, on dira libre, donc par conséquent, on dira volontaire. Mais lorsqu'on dit activité psychomotrice, libre, consciente, volontaire, ça ne suffit pas. Il faut quoi? Un but. À quoi sert cette activité? Il y a un but. La finalité, c'est quoi? La production. La production. Production de quoi? Production de, on peut dire, de biens. Mais de biens utiles. De biens utiles. Lorsqu'on travaille, c'est par rapport à quelque chose. Produire des biens, des ustensiles, produire de la nourriture, c'est gagner un salaire. C'est changer ses conditions de vie. D'où le travail est une activité psychomotrice, libre, consciente, volontaire, qui a pour but la production de biens, de choses, d'œuvres utiles. Mais il ne faut pas voir seulement le travail dans cette dimension-là. Parce que lorsqu'on travaille, ce n'est pas forcément pour produire un bien. Ce n'est pas forcément pour produire des ressources. Ce n'est pas forcément par rapport aux retombées matérielles, économiques ou financières. Parfois, lorsqu'on travaille, c'est moins par rapport aux retombées que par rapport à autre chose. On travaille parfois par plaisir. Voilà pourquoi Voltaire avait dit le travail nous libère de l'ennui, du vice. Parce que lorsqu'on ne travaille pas, on est dans la routine, on est dans l'habitude, et dans la routine et l'habitude, on finit par s'ennuyer. Voilà pourquoi Emmanuel Kant disait il ne faut pas imaginer que lorsque Adam et Ève
était encore resté au paradis, qu'ils ne feraient rien d'autre que demeurer dans l'oisiveté. Il dit non, parce que dans l'oisiveté, ils vont entrer dans le tourment, dans le malheur. Il dit même au paradis, on imagine que l'homme a besoin, pour rompre avec la chaîne de l'habitude, de travailler, de s'activer pour avoir un minimum de plaisir. Donc, lorsqu'on travaille, le but, ce n'est pas seulement, on peut dire, le salaire, ce n'est pas seulement le bien matériel, mais on travaille aussi pour avoir du plaisir. C'est pourquoi même les gens qui sont hors du besoin matériellement et financièrement continuent à travailler. Pourquoi? Parce que ne pas travailler installe dans le tourment, dans le malheur, dans l'ennui et dans l'oie. Si l'homme travaille, ce n'est pas seulement par rapport à cela, mais l'homme travaille aussi selon Saint Paul, selon Max Weber, l'homme travaille aussi pour gagner le salut. Le salut. Parce que semble-t-il, lorsque Dieu a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ce n'est pas pour le punir, mais c'est pour lui donner un moyen de rédemption, un moyen pour se purifier de sa faute, et une fois la faute expiée, le retour pourra être envisagé vers le paradis. D'où donc, Saint Paul disait quoi? Celui qui ne veut pas travailler non plus ne doit pas manger. Parce qu'en réalité, on travaille non pas pour manger et boire, on travaille parce que c'est une recommandation de Dieu. On dit que le travail est une obligation religieuse, une obligation divine. Donc l'homme travaille par obligation divine. Son but c'est d'accéder au salut. Le salut c'est peut-être avoir un ticket pour devenir au paradis. Voilà pourquoi chez les mourides, le travail, l'acquittement constitue aussi une manière d'adorer Dieu. Autant par la prière, on peut gagner son salut. Autant par le travail bien fait, on peut gagner son salut. Vous prenez aussi un autre qui s'appelle Kant. Il dit quelque part que lorsqu'on travaille, ce n'est pas seulement pour avoir un salaire, un gagne-pain, ce n'est pas pour un plaisir, ce n'est pas pour avoir son salut. On travaille justement, pourquoi? Parce qu'il considère que le travail est un devoir social. Le travail est un devoir social. Lorsqu'on dit société, on parle de solidarité. Et lorsqu'on dit solidarité, ça dit quoi? Chacun doit apporter sa contribution. Chacun, en fonction de son domaine d'intervention, de ses compétences, doit faire quelque chose. Voilà pourquoi, dans la société, il est du devoir du professeur de professer, d'enseigner. Pas seulement pour un salaire, mais il doit professer parce qu'il a tiré de la société ce qui a fait de lui un professeur. Je ne suis pas né prof de philo. Mon père et ma mère n'ont pas décrété que je serais prof de philo. C'est la société qui a réuni les conditions, lesquelles conditions ont fait de moi professeur de philosophie. Il est donc de mon devoir, en partie, de contribuer à ce qui fait émerger la société. De ce point de vue donc, Kant considère le travail comme un moyen de payer une dette. D'autres ont travaillé pour moi, à mon tour de travailler pour eux ou pour leur descendance. Et on travaille aussi pourquoi? Pour gagner un peu une place dans la société. On travaille pour gagner ce qu'on appelle l'estime de la société. Quand quelqu'un ne travaille pas, il ne contribue pas. Quand quelqu'un ne contribue pas, il n'a aucune place, aucune responsabilité, aucune utilité dans la société. C'est pourquoi, même ceux qui ne font rien, souvent, ils sont victimes de critiques. Ils sont snobés, on va dire même, ils sont marginalisés. Ne pas travailler alors que nous sommes en situation de travail est mal perçu par la société. Ne pas travailler alors que nous pouvons travailler, nous sommes perçus comme des talents. Il faut donc travailler
pour gagner son pain, il faut travailler pour son propre plaisir, il faut travailler pour le salut de son âme, pour parvenir au voisinage de Dieu, il faut travailler pour avoir une place dans la cité et l'estime des hommes. Mais Jean Jaurès se dit quoi? Nous devons travailler parce que le travail est une nécessité. Et là, Jean Jaurès nous invite un peu à revenir à la problématique de l'état de nature. Il nous dit que durant ou pendant le premier état de nature, les gens ne travaillaient pas. Pourquoi? Car toutes les conditions de survie, du bonheur, du plaisir étaient réunies. Il y avait assez de fruits, il y avait assez de gibier, il y avait assez de poissons. Donc c'était l'abondance absolue. On parle alors de premier état de nature. Mais avec le temps, il y a eu ce qu'on appelle des calamités, des feux de brousse, des sécheresses, des hivers, des inondations, faisant en sorte qu'il y ait une raréfaction des ressources. Par conséquent, l'homme ne peut plus continuer à croiser les bras, à demeurer dans la paresse et l'oisiveté. Il urge pour lui de travailler, d'inventer les moyens de sa survie. Par rapport à cela, on dit que le travail est une nécessité, une chose à laquelle on ne peut pas se soustraire. Ne pas travailler, c'est s'exposer à mourir de faim, de soif. Ne pas travailler, c'est s'exposer à être éternellement dépendant des obstacles et des calamités de la nature. Voilà en résumé pourquoi quelqu'un qui s'appelle Camille Julien disait quoi? Que c'est rabaisser le travail que d'y voir un simple gagne-pain. Autrement dit, quand quelqu'un pense que le travail ne sert qu'à gagner de l'argent, celui-là vraiment n'a pas bien compris l'importance du travail. Parce que le travail, je vous le rappelle, nous permet de satisfaire à une obligation divine. Le travail nous permet un peu de satisfaire à un devoir social. Le travail nous permet de rompre avec la nécessité. Le travail nous permet de nous libérer. Et tout à l'heure, nous aurons montré que le travail même nous permet de nous humaniser et de passer à autre chose. Voilà pour un premier temps ce qu'on peut appeler travail. Avant de passer, je reviens sur autre chose qui me permettra de passer un peu au grand 2. Ok? On disait alors tout à l'heure que le travail, c'est aussi une activité de transformation. On dira de modification. De quoi? On dira de la nature. Ce sera un peu l'objet du grand 2. Mais lorsqu'on dit de la nature, on entend la nature comme étant l'environnement. Mais il faut entendre aussi la nature comme étant la nature de qui? La nature de l'homme. C'est vrai. Kant a dit, c'est comme si nous trouvons un milieu. Parfois je dis, non, édificandi. Quand je dis non édificandi, un milieu qui n'est pas habitable. Il y a la forêt, il y a les fosses, les fossés, il y a le relief, il y a les montagnes. Un milieu hostile à toute manifestation de la culture. Un milieu qui ne permet pas véritablement à l'homme de développer un projet de société. La seule alternative qui s'offre à l'homme, c'est quoi? De se consacrer à la transformation de ce milieu-là. Voilà pourquoi on trouve un milieu sauvage, mais par son travail, l'homme domestique ce milieu sauvage. Il le fait passer d'un milieu sauvage à un milieu civilisé. Voilà pourquoi, même dans nos quartiers aujourd'hui, c'était d'anciennes forêts, d'anciennes brousses, mais des forêts et des brousses qui sont transformées, qui sont un peu
quelque part aménagées. On parle de ça, zones d'aménagement non, qui sont aménagées. Et cet aménagement, cette transformation, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc par son travail, l'homme transforme le milieu naturel. Il transforme le milieu naturel parce que il veut que le milieu soit beaucoup plus beau. L'homme a besoin de la beauté. On parle d'aménagement du milieu. On crée des routes, des autoroutes, des aires un peu pour respirer. On crée des jardins, on fait de la peinture. On parle de l'aménagement. On parle de paysagisme. L'homme transforme son milieu parce que il veut avoir ce qu'on appelle des ressources vivrières. Voilà pourquoi l'agriculture transforme la terre. On dit il travaille la terre. Il travaille la terre, c'est un peu pour satisfaire ses besoins vivriers. L'homme travaille la terre, mais c'est pour travailler le milieu, c'est plus de loisirs. Plus de loisirs. C'est pour plus de comment, on va dire de loisirs et de commodité. Il faut des routes, des autoroutes, il faut des ponts, il faut des jardins. On a besoin. Il faut des aires de football, des terrains de basket, qui n'existaient pas naturellement dans le milieu. Mais c'est par son travail que l'homme a réussi à changer la configuration du milieu. Donc lorsqu'on dit que l'État est une activité de transformation du milieu, on pense d'abord à milieu de la nature, on pense à nature qui renvoie à milieu. Mais le mot nature ne renvoie pas seulement à milieu, il renvoie à l'homme. Et en tant justement que le travail est une activité de transformation de la nature entendue comme nature de l'homme, on dira deux choses. Il y a une transformation positive, vous allez voir, c'est lorsque le travail humanise. Il y a une transformation négative, c'est lorsque le travail déshumanise. Mais là, c'est par rapport à la transformation de la nature de l'homme. Autant aussi, le travail peut transformer positivement le milieu, comme négativement, il peut transformer le milieu. Le travail transforme négativement le milieu. On parle ici de quoi? De la dégradation de l'environnement. On parle des orfèvres, les orpailleurs. Les orpailleurs utilisent du mercure, utilisent des substances un peu toxiques. Lesquelles substances toxiques détruisent négativement la nature. Ils transforment la nature, mais négativement. Aujourd'hui, on voit que par son travail, l'homme libère des déchets, il libère des énergies nocives, lesquelles ont contribué à la dégradation de la couche de l'ozone. On parle maintenant de la fonte des glaces. Tout ça, on parle de dégradation négative ou de transformation négative du milieu. On parle de la pollution de l'air. On parle ici de la déforestation. On parle ici de la destruction, de la dégradation des niveaux d'eau et de la qualité ou de la pureté de l'eau, de la qualité ou de la pureté de l'air. Ce sont les retombées négatives du travail. On peut résumer ça par un mot qu'on appelle la pollution. Mais là, c'est transformation négative du milieu. Si c'est une transformation positive du milieu, comme je viens de vous dire, c'est pour donner à manger, c'est pour donner à boire, c'est pour un peu les commodités, les autoroutes, c'est pour l'aménagement, rendre le milieu beaucoup plus beau, les jardins et autres. C'est enlever la sagesse. C'est transformer pour justement en plus et transformer pour le meilleur des hommes. Maintenant, lorsque nous disons que le travail est une transformation, on va dire, de la nature, transformation positive de la nature de l'homme. En effet, on dira quelque part que le travail humanise. Parce que lorsque l'homme travaille, nous constatons qu'il met en relief, il met en avant son intelligence. On parle de son imagination. Il met en avant sa créativité.
D'où donc, plus l'homme travaille, plus il cultive ce qui fait de lui homme, ce qui distingue de l'intelligence, et plus il s'éloigne justement de ce qui était en lui animalité, on l'appelle l'instinct. D'où donc, le travail nous fait passer de l'instinct à l'intelligence. Le travail inhibe notre instinct et développe notre intelligence. D'où donc, plus on travaille, plus nous nous éloignons de notre animalité et mieux nous nous rapprochons de ce qui fait de nous hommes, à savoir l'intelligence. On se rappelle de Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant. Ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Mieux, lorsque l'homme se met à travailler, nous constatons quoi? Que son but, contrairement à l'animal, n'est pas la satisfaction seulement de l'instinct. L'homme ne travaille pas seulement pour manger, pour boire. Mais lorsque l'homme travaille, c'est moins pour satisfaire un instinct naturel que pour parvenir à des buts moraux. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que le travail est une obligation. Est une obligation, on va dire, religieuse. Et en tant que le travail me fait suivre un but religieux, il m'éloigne de la satisfaction de l'instinct, et en tant qu'il m'éloigne de la satisfaction de l'instinct, il m'humanise. Le travail poursuit un but moral, je dis c'est un devoir social. Il est le devoir de tout membre de la société, par son travail, de contribuer à ce qui fait la pérennité de cette société-là. Nous voyons donc quoi? Que l'animal, quand il s'active, il met en avant son instinct. L'abeille produit instinctivement ce qu'on appelle le miel. L'araignée fabrique instinctivement sa toile. Mais c'est celui-là, ce n'est pas l'instinct, c'est l'intelligence. Et lorsqu'on dit l'intelligence, c'est l'imagination, c'est la créativité. Ensemble, donc, le travail distingue l'animal de l'homme. L'animal, quand il s'active, c'est pour satisfaire un instinct. Lorsque l'araignée construit une toile, la toile de l'araignée, c'est pour attraper des insectes, c'est pour manger. Manger est un besoin naturel. Lorsque l'on travaille, certes c'est pour manger, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est pour d'autres buts. Aider son semblable, donner un sens à sa vie, faire face à une obligation religieuse, trouver une place dans la société, contribuer à ce qui fait avancer la société. Lorsque l'homme travaille, c'est un peu pour se libérer. Je vous l'ai dit. Se libérer, c'est quelque chose qu'on réserve à l'homme. Par rapport à tout cela, donc, on dit que le travail est une activité qui permet à l'homme de s'humaniser, à savoir de passer de l'instinct à l'intelligence, de passer d'un but instinctif à un but moral, de passer de la nature à la culture. D'où donc, plus on travaille, plus on développe en nous les capacités, les ressources qui font notre humanité et qui nous distinguent de notre animalité et qui nous distinguent même de l'animalité en tant que tel. Tout ce que l'animal fait, je le répète, se passe de prime abord dans un cadre purement instinctif et naturel, mais l'homme, chaque fois qu'il effectue un pas dans la dimension du travail, ce pas-là l'éloigne de l'instinct, de la nature, et le rapproche un peu de l'humain, de la morale, de la liberté et des considérations un peu sociales. Voilà pourquoi, je le répète, on dit que le travail humanise. Il humanise, d'ailleurs, on est dans la République des valeurs. Le travail est un moyen qui nous permet de cultiver des valeurs. Ok? Quelles sont ces valeurs-là? Il y a cela qu'on appelle l'endurance. Le travail nous permet d'être plus endurant. Le travail nous donne ce qu'on appelle le goût de
de l'indépendance. De l'indépendance. Le travail nous apprend quoi? Nous apprend ce qu'on appelle la solidarité. Et il y a une certaine forme de solidarité entre celui qui fabrique la farine, le boulanger, le distributeur, et c'est ce qu'on appelle le consommateur. Tout ça, c'est une chaîne de solidarité. Cette chaîne de solidarité, nous l'apprenons à la cultiver, nous l'apprenons un peu à la vivre dans le cadre du travail. Il y a une certaine forme de solidarité qui se fait. Mais dans le cadre du travail aussi, il y a ce qu'on appelle une certaine forme, on va dire, l'entraide. Puisque, en réalité, on voit que le boulanger, la nuit, il laisse sa femme, ses enfants, il court des risques. Pourquoi faire? Parce qu'il est vrai que lorsqu'il travaille, il gagne quelque chose, mais en réalité, il travaille pour servir et non pas seulement pour se servir. La preuve, s'il ne travaille pas, c'est la population qui va le plus en pâtir. Par conséquent, quand on travaille, on cultive des valeurs, aider son prochain, apprendre à souffrir, apprendre à être endurant, mais le travail aussi nous apprend ce qu'on appelle une autre valeur qu'on appelle la patience. La patience. Oui, on appelle l'espoir. Prenez un peu le paysan. Il faut être patient. Il faut être endurant. Vous travaillez dans des conditions difficiles sous le soleil. Vous jeûnez. Le soleil il fait très chaud. Vous jeûnez. La maison est très loin. Vous êtes seul. Vous n'avez pas assez de force. Le champ est très vaste. Mais il faut être endurant. Il faut être courageux pour pouvoir travailler. Mais endurant et courageux, ça ne suffit pas. Il faut être patient. Vous cultivez. Vous attendez 2 mois, 3 mois, 4 mois pour pouvoir récolter. Ok? Vous récoltez, vous ne pensez même pas tout de suite. Il faut encore d'autres activités. Mais il faut aussi de l'espoir. De l'espoir. Parce que si le paysan n'avait pas espoir d'avoir de bonnes récoltes, s'il n'avait pas espoir qu'il y aurait la pluie, mais il n'allait pas cultiver. Donc, espoir, patience, endurance, courage, c'est le Coran, c'est la Bible. Aider son prochain par son travail, c'est le Coran, c'est la Bible. Ok? Il y a aussi ce qu'on appelle le goût de l'indépendance, je vous l'ai dit, la solidarité. Autant de valeurs qu'on peut cultiver, autant de valeurs qu'on peut incorporer dans notre vie, autant de valeurs qui sont devant nous, lesquelles valeurs nous ne pouvons les avoir parfois dans le travail. Donc dans le travail, il ne faut pas seulement voir l'activité psychomotrice, mais il faut voir au-delà ce que le travail est censé représenter pour nous. C'est pourquoi chez nous au Sénégal, en Afrique, de façon générale, quand quelqu'un travaille, on l'estime. Pourquoi? Il est courageux, il est endurant, il est patient, il aime la liberté, il est solidaire, il travaille pas pour lui, mais il travaille pour les autres. Et tant que ces éléments-là ne sont pas cultivés dans le travail n'est pas censé nous transformer positivement. C'est comme si donc le travail est une forme d'éducation. Si vous voulez éduquer quelqu'un, si vous voulez que quelqu'un soit responsable, se prenne en charge, si vous voulez que quelqu'un justement soit un vrai leader, il faut lui apprendre très tôt à se prendre en charge par le travail. Tous ces éléments réunis feront qu'on dira alors que le travail est une transformation positive de la nature comme milieu, mais de la nature de l'homme. On nous fait passer de la paresse un peu à l'effort. On nous fait passer un peu de l'individualisme à l'entraide. On nous fait passer un peu de la solitude à la solidarité. Et on cultive en nous d'autres valeurs. Voilà donc les éléments, chers élèves, qui font dire que le travail humanise. Parce qu'il humanise, il change positivement la nature de l'homme. Il fait en sorte que l'homme quitte son côté naturel, son côté animal, pour voguer, aller dans le sens un peu moral, dans le sens religieux, dans le sens culturel.
Mais le travail n'est pas seulement une transformation positive, il peut être aussi une transformation négative. Je dis négative de la nature, je l'ai dit tout à l'heure, on parle de la dégradation de l'environnement, on parle de la fonte des glaces, on parle un peu de la production des ordures et autres, mais on parle de transformation négative aussi de qui? De la nature, de quelle nature? De la nature de l'homme. En ce sens, on parle du travail qui déshumanise. On parle du travail qui dégrade la dimension et la nature de l'homme. On prend ce qu'on appelle la standardisation. On parle alors de la taylorisation. C'est plus connu sous le nom de travail à la chaîne. Ou bien on dira c'est le travail morcelé. Taylor est l'inventeur de cette théorie-là. Il dit, lorsque nous sommes dans le travail à la chaîne, dans un travail standardisé, on n'a pas besoin que l'homme utilise son intelligence. On n'a pas besoin qu'il utilise son intelligence. On n'a pas besoin qu'il pense. On n'a pas besoin qu'il soit imaginatif. On a tout simplement besoin qu'il agisse de manière automatique. Qu'il agisse avec son corps et non pas avec sa tête. Je vous le rappelle, si vous prenez l'homme il est intelligence, on va dire intellect. Il est esprit, mais il est aussi, on va dire, corps. Il est force. Mais dans le travail à la chaîne, l'homme est réduit non seulement à son corps, il est réduit à sa force, il est réduit à sa dimension animale. Son intelligence ne lui sert à rien. Taylor disait quoi au travail? Il ne faut pas penser. On ne vous paie pas pour penser, car d'autres ont été payés pour penser à votre place. Ici, nous sommes en face d'un type de travail dans lequel l'individu ne fait qu'exécuter un geste. D'où on parle de travail gestuel. Et un geste qui n'a pas besoin de talent, qui n'a pas besoin de réflexion. Et à la longue, l'homme agit comme un automate. Il agit comme une machine. On parle alors de la robotisation. Dans ce type de travail, l'homme est privé de la possibilité de cultiver, de développer son intelligence, son imagination, sa créativité. Désormais, il est réduit à la dimension de l'homme. Et parce qu'il fait toujours le même geste, la même chose, il finit par tomber dans ce qu'on appelle la routine. La routine crée ce qu'on appelle l'ennui. L'ennui crée ce qu'on appelle l'oisiveté. Ok? Le vice du moi. Créer le vice. Et quand il y a vice, on ne parle plus de la morale. L'homme entre dans ce qu'on appelle le vice. Donc c'est un travail dégradant. Moralement parlant, mais humainement parlant. Moralement, on a envie de vivre les appareils qui ont fini par prendre la part de l'homme. Donc le bonheur d'imaginer, le bonheur de rêver, le bonheur où on peut faire un travail planifié par soi-même a disparu. Désormais, l'homme est réduit à la dimension du robot. C'est la robotisation, c'est un travail automatique. L'homme est comme un automate. On peut donner aussi un autre exemple. C'est un peu cela qu'on appelle le travail forcé. Dans le travail forcé, l'homme perd son plaisir. À la place du plaisir, on parle de... c'est le malheur. L'homme perd sa liberté. Il devient esclave. Il perd un peu sa créativité. Il devient tout simplement un simple sujet agissant. Je vais même dire, il devient un simple sujet agissant. On dirait même un exécutant.
il exécute mécaniquement, spontanément, des choses qu'il n'a pas pensé. On l'oblige à faire ce que quelqu'un veut qu'il fasse et non pas ce que lui-même veut qu'il fasse. Là aussi, l'homme est réduit à une dimension d'animalité. Animalité parce qu'on le prive de ses droits, on le prive un peu de sa dignité, on le prive de sa liberté. D'où donc, autant le travail peut nous transformer positivement quand c'est un travail libre, volontaire, un travail qui nous permet un peu de poursuivre un idéal, mais autant le travail peut être négativement perçu lorsque le travail est robotisé, standardisé, lorsque le travail est forcé. Dans ces cas de figure, alors, le travail déshumanise. L'homme est traité comme un animal. Il perd sa dignité, sa liberté, ses droits. Il perd son loisir et est dans le malheur. Voilà pourquoi, dans ces deux cas de figure, Karl Marx disait, l'homme ne se sent lui-même que lorsqu'il cesse de travailler. Quand il travaille, il n'est plus lui-même, il est un autre. Il se sent étranger à soi. C'est par rapport à ce type de travaux que justement le plaisir se trouve après le travail. Mais lorsque le travail est libre, on trouve du plaisir à travailler. Et pour terminer, chers élèves, nous allons passer dans un grand 3. Nous allons passer dans un grand 3 à cela qu'on appelle travail et culture. Le mot est signifie quoi? Rapport. Ça signifie quoi? Relation. Et ici, nous avons effectivement la possibilité de mettre en relation, de mettre en rapport le travail et la culture. Pour dire quoi? D'abord que le travail est une manifestation. De la culture. En effet, on a dit que la nature, c'est ce qui est inné, alors que la culture est ce qui est acquis. Et par rapport à cela, on dira quoi? Personne n'est né professeur de philosophie. On est devenu professeur de philosophie. Donc, on a acquis ce qui fait de nous professeurs de philosophie. Comment? Par éducation, par instruction, par formation. De la même manière, le bijoutier, le forgeron, l'ébéniste, les mécaniciens, autant ces gens qui travaillent, ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont par la naissance. Ils le sont devenus par éducation, par apprentissage, par formation. On parle même de centre de formation professionnelle. On n'est pas menuisier, on devient menuisier. Devenir menuisier dépend un peu de la volonté et de l'aide des autres. En tant que tel, c'est une manifestation culturelle. Culturel, c'est acquis, ce n'est pas inné. Culturel, c'est appris, ce n'est pas quelque chose qui est là comme une potentialité qui est en moi dès ma naissance. Mais autant dire qu'on n'est pas technicien, on n'est pas professeur, on n'est pas ébéniste, on le devient. Autant on peut dire que justement, le travail est quelque chose qui fait passer du naturel au culturel. On dit que la culture, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une transformation. Une transformation de la nature. On dit que la culture, c'est justement ce que l'homme ajoute à la nature. Et tout ce que l'homme ajoute à la nature, soit c'est par éducation, c'est par formation, mais aussi c'est par ce qu'on appelle le travail.
Voilà pourquoi il y a un texte célèbre de Georges Bataille qui disait quoi? L'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel qu'il est né. Je répète, l'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, virgule, qui le nie. Donc l'homme nie le donné naturel. Et lorsque l'homme nie le donné naturel, il est entré dans la culture. Mais il nie le donné naturel. Quel donné naturel? Si le donné naturel renvoie à l'homme, ça renvoie donc à la morale, ça renvoie à l'instruction, à la formation, ça renvoie à l'imitation. Donc par la morale, l'imitation, la formation, l'instruction, l'homme transforme la nature de l'homme. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, par le travail. Donc le travail humanise, nous fait passer du naturel au culturel, de l'animal à l'humanité. Mais nier le donné naturel, je viens de le dire, c'est aussi quoi? Nier ce qu'on appelle le milieu. Et nier le milieu, c'est passer encore du milieu naturel à ce qu'on appelle le culturel. Et nier le milieu naturel, je viens de le dire, parce que dans le milieu naturel, nous n'avons pas toujours trouvé les choses qui sont utiles à notre survie. Il faut transformer la terre, le champ, c'est l'agriculture, pour avoir quelque chose. Il faut transformer l'environnement pour le rendre habitable. Il faut transformer le milieu naturel pour le rendre accueillant. Il faut transformer le milieu naturel pour le rendre édifiant. Par conséquent, autant le travail est culturel, il est appris, autant le travail est quelque chose qui fait passer du naturel au culturel. Fait passer du naturel au culturel, il humanise, il domestique, il humanise l'homme et il domestique le milieu naturel. Dans ce chapitre, encore des rapports entre la nature et le travail, la culture et le travail, on peut même dire quelque part que même la conception qu'on s'est fait du travail est parfois, je vais même dire généralement ou souvent, déterminée par la culture. Vous prenez le Sénégal, la culture sénégalaise. Oui, prenez la culture sénégalaise. Ok? Vous dites, maman, j'ai envie de tresser ma copine. On vous dit non. Vous êtes un guerre. Un guerre, culturellement, n'a pas droit, n'a pas la possibilité de faire des tresses. Vous dites, maman ou papa, j'ai envie d'être un musicien. On vous dit non. Être musicien, culturellement, n'est pas donné à tout le monde. Ce qui montre quoi? Que la conception, la définition, le rapport que nous pouvons avoir avec tel ou tel autre travail est déterminé par la culture de l'individu. Même la façon de travailler, parfois elle est culturelle. La preuve, quand on dit au Sénégal, quand on disait au Sénégal la culture du riz, on pensait au Diola. Au Diola. La culture est un travail. On pensait au Diola. Tout à l'heure, je viens de dire. Lorsqu'on dit tresser, la coiffure, on pense à nos parents miens. Lorsqu'on dit la musique, on pense à nos parents gueux. Mais lorsqu'on dit le commerce, on pensait à nos parents guerre, de façon générale. Donc ça compte quoi? Selon la culture que nous avons des rapports différents au travail. Même cela qu'on appelle ici le travail du bûcheron, couper les arbres. Mais couper un arbre, ce n'est pas seulement un travail. C'est aussi quelque chose qui est entré par une idéologie culturelle. C'est pourquoi le bûcheron, avant de toucher à un arbre, culturellement, on le voit. Il fait des libations, il fait des incantations, il prend des gris-gris, il fait des sacrifices.
cela est culturel. Nous pensons même parfois qu'il y a des choses, culturellement parlant, qui sont liées à notre travail, au travail. Il y a des travails qui élèvent, il y a des travails qui dévalorisent. Je m'appelle Diane, j'ai envie de vendre de la viande chez moi. On me dit non, un Diane n'a pas un droit de vendre de la viande. Si vous vendez de la viande, vous êtes en train un peu de reculer. Vous avez compris? Mais tout ça, c'est culturel. Voilà donc, chers élèves, un certain nombre d'éléments de réminiscence. C'est juste un rappel. C'est un cours qui a censé être fait en classe. Que j'ai voulu un peu refaire avec vous, avec ce format-là. Et pour terminer, on va peut-être vous donner quelques sujets avec lesquels vous allez vous exercer. Sujet 1. Le travail n'est-il qu'un gagne-pain? Sujet 2. Le travail est-il une nécessité, un devoir, une obligation? Sujet 3. Le travail le travail constitue-t-il une aliénation? Sujet 4. Notre temps de loisir est-il celui qui vient après le travail? 4 ou 5. Le travail est-il une manifestation de la culture? Voilà des sujets. Une petite aide. Le travail n'est-il qu'un gagne-pain? Thèse, il faut dire que le travail est ou peut être un gagne-pain. Thèse. Deuxième partie, vous dites cependant, le travail n'est pas seulement un gagne-pain. Il permet à l'homme de se libérer. Il permet à l'homme de parvenir à l'estime de soi, des autres. Il permet à l'homme véritablement de parvenir au voisinage de Dieu. J'en ai parlé dans mon discours. Sujet 2, le travail est-il une nécessité, un devoir ou une obligation? C'est un sujet à orientation progressive, il n'y a pas thèse et antithèse. Vous dites, en petit 1, vous dites, le travail peut être une nécessité, vous montrez en quoi. Petit 2, vous montrez que le travail pourrait être un devoir, vous montrez en quoi. Petit 3, vous montrez en quoi le travail pourrait être une obligation. Mais on peut aussi dépasser ces 3 perspectives. Et en 4, dire quelque part, le travail peut être une aliénation. Le travail, 5, peut être une déshumanisation de. Voilà donc à orientation progressive. Ici, le travail constitue-t-il une aliénation? Le travail constitue ou pourrait constituer une aliénation. Vous dites en quoi? Ça, c'est la thèse. On dit, cependant, le travail, parfois, n'est pas une aliénation, mais c'est justement un moyen de se libérer de cette aliénation.
Sujet 4. Notre temps de travail, de loisir, était celui qui vient après le travail. Thèse. Dans certains cas, notre temps de loisir est celui qui vient après le travail. Lorsque le travail est pénible, lorsque le travail est trop aliénant, lorsque le travail est trop contraignant, on n'est pas bien. On ne se sent libre, heureux qu'après le travail. C'est pourquoi lorsqu'on prend les vacances et la récréation, on est heureux. Et on a le temps de lire, de rêver, de méditer. Deuxième partie. Cependant, même dans le travail, on peut trouver du loisir. C'est lorsque nous prenons du plaisir à travailler. En tout cas, moi qui vous parle, je me sens bien quand je travaille. Je me sens mal quand je ne travaille pas. En effet, quand on ne travaille pas, à force de ne pas travailler, on n'est plus dans le loisir, on est dans ce qu'on appelle l'ennui, l'oisiveté, la tourmente, le malheur, le stress, le sprint, pour parler comme M. Gadji en français. Ok? Sujet 5, enfin, le travail est une manifestation de la culture. Thèse, le travail est en partie une manifestation de la culture. Nous travaillons de manière culturelle. Le Diola, il cultive le riz. Dans la vallée du Sénégal, on cultive le riz, mais on ne cultive pas le riz de la même façon. On cultive le riz en obéissant à des idéologies et à des pratiques culturelles. Le travail est une manifestation de la culture. Le Laobé au Sénégal, quand il travaille, il nous montre sa culture. Parce que le travail, quand il travaille, quand il coupe un tronc d'arbre, c'est rapidement. Mais chez nous au Sénégal, quand quelqu'un qu'on appelle le Laobé est sur le point de couper un arbre, il ne le fait pas de la même façon que le travail. Je viens de le dire. Il manifeste sa culture. Le Oulé aussi, quand il travaille, le Oulé, comme on l'appelle d'ailleurs, le cordonnier, quand il travaille, il manifeste une culture. Parfois, il prend son couteau. Il fait comme ça. Il y a des incantations, il y a des libations, il y a des prières, il y a des choses. Donc, lorsque nous travaillons, nous manifestons notre culture. Le musicien, j'allais même dire, celui qui utilise le petit tambour au Sénégal, c'est son travail. Le gueule, c'est son travail. Il manifeste sa culture de gueule, sa culture de gueule, sa culture de waikat. Donc, quand nous travaillons, nous manifestons notre culture. Mais au-delà de cette manifestation de la culture, le travail n'est pas toujours une manifestation de la culture. Parce que quand même, dans le travail, il y a des règles universelles standards qu'il faudrait respecter. Voilà, chers élèves, 5 sujets que je vous ai donnés et que j'ai essayé un peu de traiter rapidement avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention et on se dit bye bye, Inch'Allah. Merci. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des Valeurs.